Heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la première fois que je participe à Cloud Nord. C'est pas mon premier talk, mais c'est la première fois que je fais celui-là. Donc je me présente, je suis Ishka Popov, Engineering Manager chez WayConnect. Je suis responsable de l'équipe, j'appelle ça Cloud Infrastructure. On fait tout ce qui est déploiement dans le cloud chez nous. Mais aussi voilà, beaucoup de CI/CD pour les équipes, du soutien, du monitoring, de l'observabilité. Voilà, vous connaissez la musique. Alors, je vais, pour introduire un tout petit peu le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas WayConnect, à la base c'est une startup, plus trop une startup maintenant, c'est une startup qui est créée en 2014 ici à Lille. L'idée c'est le produit qui est vendu à ce moment-là, c'est une solution de gestion de flotte pour des véhicules connectés. Ça permet à des entreprises en B2B de suivre leur flotte de véhicules, des camionnettes, des voitures, etc. Ensuite, en 2018, Total va racheter WayConnect. L'idée, c'est que Total veut se diversifier ici en France sur ce segment de la gestion de flotte. Et puis, 2000 alors j'ai pas mis la date, mais moi j'arrive en 2019, juste après le rachat chez WayConnect, et je vais à ce moment-là rejoindre l'équipe Data. À la base, je suis développeur Python, donc voilà, je ne viens pas de l'infrastructure. Et puis, je vais aussi mélanger des fois WayConnect et Total, parce que bon, ça va faire 6 ans et demi que je suis là, donc je me sens autant l'un que l'autre, parce qu'on est une filiale 100% Total. Ensuite, 2021, changement de nom chez Total, on devient Total Energy. L'idée, c'est de montrer la volonté autour des travaux qu'on a, de tout ce qu'on est en train d'opérer comme changement dans le changement de production d'énergie chez Total Energy. Là où avant on faisait uniquement du pétrole, on passe à des énergies beaucoup plus décarbonées, on transitionne vers le gaz, mais aussi beaucoup sur l'électricité verte, éolien, solaire. Et ça c'est important, vous allez voir avec le contexte de cette migration, parce qu'il y a un lien. 2022, début de la migration, c'est aussi le moment où moi je deviens manager de l'équipe Cloud Infrastructure chez WayConnect. En gros, le jour où je suis devenu manager, on m'annonçait que je changeais de cloud. Bon. C'était pas un cadeau. Ensuite, 2024, les 10 ans de WayConnect, j'ai mis notre nouveau logo et le petit slogan, Green Tech de la mobilité. Deux choses importantes là-dedans. Green Tech parce que on se préoccupe évidemment de tout ce qui est énergie, transition énergétique, etc. chez Total Energy, donc Green Tech, ça nous parle. Je fais beaucoup de la police pour les serveurs allumés la nuit, genre de trucs en prod, pour ceux qui me connaissent. Et puis mobilité, parce que je vais vous le montrer, nos produits tournent autour de qu'on développe tournent autour de la mobilité chez WayConnect. Et 2025, dans cet été, juste avant les vacances, on est parti le cœur léger, fin du projet de migration chez WayConnect. Alors les produits, puisque comme ça vous donne aussi un peu de contexte, donc je vous ai parlé de mobilité, les produits qu'on développe chez WayConnect avec Total Energy, le produit phare c'est Mobility Business, c'est un portail web, front-end, back-end, assez classique, qui va permettre à des clients B2B de commander des cartes. Vous connaissez peut-être la carte Total, dans pas mal de véhicules de société en France, on le fait aussi sur certains pays européens. Et puis ça permet de gérer le cycle de vie de pas mal de cartes, j'en ai mis quelques-unes. Donc la carte Total, elle s'appelle carte Fleet, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas important. Peut-être vous connaissez la carte Charge Plus, qui existe en B2C pour les recharges électriques, il y a une offre autour de ça. Donc voilà. Et puis on fait aussi tout ce qui est badge télépéage, mais pour le B2B. Donc, vous pouvez l'avoir en B2C, pas chez nous, mais en B2B pour les entreprises, ils ont ça chez nous aussi, pour les camions et les véhicules légers. Puis on a aussi une forte compétence application mobile chez WayConnect, iOS, Android, et puis le back-end qui va avec. Et donc vous allez voir le portail web qui était sur Azure et le back-end de ces applications mobiles vont devoir migrer. On sert à peu près 150 000 clients B2B. Il y a à peu près 2,3 millions de cartes actives sur le portail. Je crois qu'on est à peu près à 10 à 15 000 connexions par jour sur le portail. Les gens ils viennent voir leurs factures, leurs transactions, ils viennent commander des cartes. Donc il y a pas mal d'objets en base de données. J'en parlerai aussi un peu, c'est ça qui rend la chose compliquée. Puis on va opérer sur 4 pays, France, Pays-Bas, Allemagne et Belgique. Alors pourquoi changer? Et tout d'abord, avant de se poser cette question-là, qui a déjà changé de provider cloud sur un de ses projets, en cours de projet?
Il y en a deux ou trois, peut-être du coup ça fera écho à ce que je vais vous montrer là. Vous regardez si vous verrez s'il y a des similitudes, mais je pense que c'est pas si commun que ça. Souvent quand on est dans un provider cloud, ben, on y reste, ou alors on va peut-être faire du multi-cloud pour se diversifier, ou alors on va mettre des nouveaux projets sur le nouveau cloud et puis on va laisser les anciens sur l'ancien, parce qu'on pourquoi bouger. Hein. Et donc pourquoi est-ce que nous on a changé? Et l'indice il est dans la photo, hein, les panneaux solaires. En 2021, il y a cet article de presse qui sort. Nous, on le découvre comme ça aussi, hein, comme tout le monde. Vous le trouvez sur le site de Total Energy. Il y a un accord qui est signé entre Total Energy et Amazon. Et en gros, Amazon va acheter de l'électricité verte à Total Energy. Aujourd'hui, si vous utilisez AWS, l'énergie, elle vient de chez Total Energy. En tout cas, le contrat d'électricité. Et ça permet à Amazon de baisser son bilan carbone. Si vous regardez les bilans carbone, c'est Scope 1 et Scope 2 pour ceux qui s'y connaissent. Sur le site d'Amazon, il y a un simulateur de bilan carbone. En fait, le bilan, il est à zéro. Parce qu'en fait, l'électricité, elle est verte. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tourner les serveurs la nuit, hein, encore une fois. Et puis, en échange, Total Energy va avoir de la compétence cloud Amazon mise à disposition et des crédits cloud. Et donc ça nous permet aussi de réduire notre bilan carbone, parce que du coup, on va utiliser des serveurs qui tournent avec de l'électricité verte. Donc c'est gagnant-gagnant pour les deux. Donc ce contrat est signé, nous on va passer ça chez WeConnect, on ne se préoccupe pas trop parce que bon, si on lit le détail, ça concerne surtout des migrations de services de on-premise vers le cloud. Et nous on était sur Azure, on s'est dit, nous on est protégés, on va y rester, on bouge pas. Donc c'était une erreur, c'est pas vrai. 2022, on me contacte, donc je deviens manager de l'équipe, c'est en septembre. J'arrive et puis on me dit on va migrer une centaine d'applications, donc toutes les applications de la branche marketing et services de Total Energy. On va toutes les migrer d'Azure, on va toutes les sortir, on va les mettre sur Amazon, et on a un plan, on va faire ça en 6 mois, t'inquiète, ça va aller. Bon, plutôt dubitatif. Voilà, le projet commence comme ça, c'est assez intéressant à raconter. En vrai, nous, chez WeConnect, il n'y a que deux applications à bouger, c'est Mobility Business, hein, la plateforme web, le site web, et le back-end de l'application mobile. Alors, il faut un plan. Mon équipe, en fait, à ce moment-là, elle est plutôt junior. Ce qui se passait aussi, c'est qu'on venait de la créer. Donc ça tombe au pire moment, en fait. On vient de récupérer l'infrastructure cloud et l'ownership de cette infrastructure qui était opérée dans une boîte de prestations externe. On a réinternalisé les connaissances chez nous. C'était stratégique, on voulait reprendre le pouvoir sur nos propres applications. Sauf que moi, en septembre 2022, quand on m'annonce ça, mon équipe, je viens de recruter 6 personnes, c'est des Azure en plus. Je viens de recruter des gens qui ne sont pas dans la cible. Bon, c'est hasard du calendrier, hein, parce que Total Energy, eux, ils disent on veut migrer 100 applications, ils ne sont pas venus voir dans le détail qui en est où, etc. Bon, donc ça ne nous aide pas, et puis le problème c'est qu'on a récupéré de l'infra, mais on n'a pas les schémas d'architecture. Il n'y a rien, il n'y a pas de documentation, on en parlait tout à l'heure, Florent en a parlé, il n'y a pas de documentation. Il y a un bout de Draw.io avec 4 flux dessus. Voilà. Donc, ce qu'on fait, Total Energy nous envoie un architecte spécialisé cloud qui a vraiment été super bon. Et il est venu, et en fait, il a fait du rétro-engineering. C'est-à-dire qu'en fait, nous, l'équipe Ops, on essayait de maintenir en vie l'application parce qu'on apprenait en marchant. Et on commençait à maintenir tout ça et à faire des petites évolutions tout doucement. Et eux, ils nous ont mis à disposition quelqu'un qui a fait le rétro-engineering. Donc il a lu tout le code, il a regardé toutes les configs, il a regardé tous les flux, etc. Ça fait vraiment accélérer si vous prenez quelqu'un de très senior, vous le faites venir 2 mois, il vous fait le rétro-engineering pour vous, si c'est vraiment trop difficile pour l'équipe, ou trop long. Bon, ça met quand même 6 mois d'analyse. C'est pas que l'analyse, je vais vous montrer, on a fait d'autres choses pendant ces 6 mois-là. Pour chaque projet, donc pour les deux, on va sortir un schéma d'architecture sur Azure, un schéma d'architecture cible sur AWS, jusqu'à là c'est classique, la matrice de flux, donc chaque flux va être documenté, adresse source, destination, le port, l'authentification, etc. L'analyse de risque cyber, c'est surtout ça qui a pris du temps, hein, parce qu'ils épluchent tout, et une très très longue liste de remédiation. Je sors de là avec quasiment 250 points de contrôle cyber sur la migration pour dire faut être compliant avec tout ça.
Donc voilà, un gros paquet de dossiers, et on se met au travail. Je vous montre, ça c'est le schéma d'architecture. Je peux vous le montrer parce qu'en fait cette infra n'existe plus, sinon j'aurais pas le droit de vous le montrer. Mais ça c'est vraiment l'architecture de la prod. Alors c'est un peu flou en plus, comme ça vous pouvez rien lire, c'est ça qui est cool, vous reconnaîtrez rien. Alors on est en présence d'un monolithe à la base, avec 3 clusters AKS. Il y a une grosse base monolithique. Et en fait, ce qu'on avait tenté chez WebConnect de 2019 à peu près à 2022, c'est de découper le monolithe en microservices. On n'a jamais réussi. En fait, on a créé plein de petits services à gauche à droite avec des bases de données, on a fait plein de flux, du CDC, on a fait plein de trucs, on a rajouté des topics que Kafka rentre, enfin voilà. Et en fait, quand on nous annonce qu'on change de cloud, on dit bon bah on va arrêter. Donc tout ça passe en mode maintenance et TMA. Mais c'est ça aussi qui explique pourquoi ça a pris du temps à faire l'inventaire de tout ça, parce que c'est un produit quand même assez complexe qui fait plein de choses. Alors, quand vous changez de cloud, on va vous proposer en général 3 stratégies. Bon, il en existe une 4e dont je ne parle pas, c'est de tuer le produit. Quand on dit on arrête, ça coûte trop cher à migrer. Mais en général, on va vous proposer d'abord en bas à gauche le lift and shift ou le rehost. Alors souvent, ce mot il est utilisé quand vous partez du on-premise vers du cloud. Vous avez une application, on vous la met dans une machine virtuelle et puis elle vit dans le cloud. Mais en vrai, vous n'êtes pas cloud natif, quoi. Donc, bon, c'est plutôt moyen. Par contre, en temps et en effort, ça coûte rien. Ça va vite. Et donc, vous pouvez le faire aussi quand vous avez de l'Azure AWS. Vous prenez vos conteneurs de cloud d'un côté, vous les mettez de l'autre. Et vous essayez de toucher à moins de choses possibles. Sauf que quand vous avez une liste de 250 remédiations cyber, il y a un peu plus de boulot quand même. Et plateforme, vous allez aussi essayer de changer le moins de choses possible. Mais typiquement, si votre code applicatif, je sais pas, sur Azure, il faisait du blob storage, du service bus, des choses comme ça, vous allez utiliser le SDK Microsoft. Il va falloir demander, c'est pas juste l'Ops qui va déplacer le conteneur. Il faut demander au dev de changer son code. Alors s'il a bien fait son code et qu'il est dans un truc un peu moderne, architecture hexagonale, peut-être on a fait du tapper, des choses modernes, bah, c'est facile. Sauf qu'en général, sur des legacy, c'est pas du tout comme ça. Il y a des trucs hardcodés partout dans le code, des connexions au serveur 18, il y en a 250, enfin, c'est compliqué, donc il va falloir tout refaire aussi. Donc le rebuild plateforme, vous allez juste changer les bouts de code qui vont vous impacter, vous allez le déplacer. Puis le rebuild complet, c'est on part d'une page blanche, on fait un plan et puis on recommence. Donc voilà, vous avez ces 3 stratégies-là. Et évidemment, bah, c'est en coût et en temps plus compliqué le rebuild. Alors, la migration. J'ai mis les oiseaux parce que cette saison, ça migre vers le sud. Là. Je vais commencer par le premier produit. Et là, on va être stratégique. On va commencer par le back-end du mobile. Pourquoi on fait ça? C'était pas le plus urgent. On se disait qu'il faudrait d'abord faire le mobility business parce que d'un point de vue criticité business, on aimerait bien que ça soit ça en premier. Sauf que c'est tellement compliqué. Le back-end du mobile, dans le plan que je vous ai montré, en fait, c'est pas grand-chose. C'est une Azure Function. Dedans, il y a du .NET qui sert à l'API. Ça se connecte à une base Microsoft SQL Server. Ben, on est sur Azure, hein, classique. On fait du .NET et du Redis. Bon. Jusque-là, ça va. Et on se dit, bon, voilà, on va faire du replatform. L'Azure Function, on va pas faire de la lambda, on va quand même le mettre dans un conteneur Docker, c'est quand même plus sympa. Puis on va migrer. Est-ce que le serveur, on va le garder? On va le mettre sur ADS, donc on fait même pas de changement de techno, on s'amuse pas à partir dans des... Voilà, on aurait pu faire une conversion vers Postgre, mais on fait même pas ça. Et le Redis, voilà, on prend Elastic Cache, Redis. Voilà. En gros, on change très peu. Je crois que le seul changement de code, c'est passer l'Azure Function dans le conteneur Docker. C'est un peu compliqué au début. Et le Secret Manager, les connexions de Secret Manager, vu qu'on passe de Key Vault à Secret Manager sur AWS, il y a un peu de changement à faire dans le code aussi de ce côté-là. Donc je ne rentre pas dans le détail. L'idée, c'est qu'on commence par le projet le plus petit. Ça permet de montrer qu'on sait le faire. Ça rassure les stakeholders. Une fois qu'on a livré, on va dire, regardez, l'équipe elle sait le faire, parce que ça leur fait peur, ça fait peur au business, ce genre de migration. Et puis c'est assez agile, hein, en fait, comme stratégie. Et puis là, voilà, il y a un peu d'humain là-dedans, une petite photo de l'équipe à gauche, donc toute cette migration va durer à peu près 6 mois. Bon, il faut savoir qu'on n'a pas fait que ça, il y avait aussi les vacances d'été, hein, donc le dev est parti 3 semaines en vacances, puis l'Ops est parti 3 semaines en vacances. Donc pendant 1 mois et demi, ça a passé. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais c'est assumé, et puis c'est bien, les gens doivent partir en vacances, c'est important.
Et donc on fait une belle Big Bang avec juste 2 heures d'interruption de service un matin, un mardi matin, il y a les croissants sur la table, je crois qu'il était 6 heures du matin. Et en fait les forces en présence, ou en tout cas l'équipe en présence, c'est un Ops, un Dev Backend, un SRE, un QA, et les 2 leads d'équipe. Et en fait, ça se passe très bien, on est très content de notre migration, on avait annoncé 5 mois de migration, on en avait 6. Voilà, ça rassure tout le monde. Et donc, coup de gong, c'est une réussite, on fait la fête, etc. C'est plutôt cool. Donc voilà, je ne parlerai plus de ce petit projet, c'était anecdotique. Chez WeConnect, on l'a un peu oublié, mais c'était quand même une grosse victoire pour l'équipe. C'est surtout la prise en main. Au début, la première fois que vous arrivez sur AWS, surtout avec des ops qui ont fait que de l'Azure avant, voilà. Produit 2. Donc là, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les technos, sinon on ira encore demain. Il y a plus de 50 ou 60 briques cloud qui nous impactent, donc voilà, il y a du boulot. Les plus importantes, là on a fait des choix importants et je vais vous expliquer. Microsoft SQL Server, il y a un petit outil, je ne sais pas si vous le connaissez, AWS Schema Conversion Tool. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Vous mettez le schéma de votre base de données dedans et ça va vous donner des conseils, ça va vous faire une analyse, je crois que ça va vous dire en jour homme combien de temps il vous faut pour faire la conversion dans une autre techno. Bon, l'outil nous dit qu'il y a 850 procédures stockées dans ta base de données, ça va être compliqué. Et je les ai vues, c'est chaud. Donc, Microsoft SQL Server, on se dit, de toute façon la cible ça va être Postgre, parce que dans RDS, c'est ça que les archis nous recommandent. SSIS, je ne sais pas qui connaît SSIS ici, qui en a déjà fait. Ok, plus grand monde. C'est Legacy. Enfin, je crois que ça tourne encore, hein, mais il y a plus grand monde qui l'utilise. Donc SSIS, c'est un ETL-ELT, vous mettez des jobs dedans et puis ça va transformer de la donnée. C'est classique, il y a une centaine de jobs là-dedans, beaucoup de .NET, plus beaucoup de maîtrise dans les équipes. Total Energy. En fait, les architectes Total Energy, c'est eux qui décident les technos AWS qu'on va utiliser. Donc, je n'ai même pas besoin de faire 2 fois, c'est eux qui nous disent comment ça va se passer. On part sur Databricks, mais bon, tout est à faire aussi. Et puis, Kubernetes. Et là, c'est le choc pour l'équipe. Parce que moi, j'ai des experts Cube chez moi, puis on est fans de Cube, et puis on en fait, on a 3 clusters, on est très fiers. Puis, Total Energy nous dit, non, c'est fini. Vous n'avez pas le droit de faire de Kubernetes et vous n'avez même pas les droits à YAM pour en provisionner un. Donc vous ne pouvez pas. Techniquement, physiquement, ça ne marchera pas. Alors les raisons invoquées, c'est cybersécurité. La cyber se dit, ouais, c'est trop compliqué à gérer si je veux séparer d'un point de vue réseau les différents conteneurs, etc. Je pense que ça se fait, hein, mais on ne va pas s'embarquer là-dedans. Il y a trop de liberté pour les autres de faire n'importe quoi dans Cube. On n'arrivera pas à contrôler tout ça. Donc ils vont dire on va leur donner un truc beaucoup plus sécurisé, c'est ESS Fargate. Il y a aussi une autre raison, c'est que ça se met à jour tout seul. Si vous faites le bilan de tous les AKS qu'il y avait chez Total Energy, moi j'avais la liste, hein, il n'y avait rien à jour. En fait on avait toujours 6 mois, 1 an de retard sur les versions. Parce que chaque fois qu'on faisait une mise à jour de version, soit il y avait des équipes, elles n'avaient pas le temps, soit c'était compliqué, c'était toujours dangereux. Moi j'ai vécu 2 mises à jour de cluster AKS en prod qui sont très très mal passées. Et ça s'est fini avec le support client pour nous aider en prod, avec l'incident et compagnie. Donc voilà, ESS Fargate, vous déployez des conteneurs, si vous voulez juste déployer, nous on avait dans la cible, je vais en parler après, une quinzaine de conteneurs déployés. Vous n'avez pas besoin d'une orchestration folle, pour faire des trucs simples, et ça marche super bien. Depuis qu'on l'utilise, moi j'ai peu eu d'incidents de prod. Et puis en tant que manager, moi ça m'intéresse aussi parce que là où avant, j'avais besoin de quasiment de 2 à 3 personnes temps plein pour gérer des clusters Cube. Aujourd'hui, je pense qu'un demi-ops temps plein sur l'année, ça suffit. Donc j'économise aussi de l'argent sur on va dire, sur l'humain. Et on va pouvoir utiliser ce temps pour faire des choses plus intéressantes. Donc voilà, je sais qu'on parle beaucoup de Cube ici aussi, mais c'est pas la réponse à tous les problèmes. Et en fait, à l'échelle de WeConnect, on est plutôt petit. Et ESS Fargate répond très bien à notre besoin. Donc voilà. Le seul peut-être bémol que je dirais sur ESS Fargate, c'est que ça manque de tooling. C'est-à-dire que c'est pas comme sur Cube, vous avez Argo CD, des choses très sympas, il y avait Cross Matin, enfin, il y a plein de choses dans l'écosystème Crossplane, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont super cool. Voilà.
Fargate, c'est simple et ça répond juste à un besoin, c'est je veux mettre un conteneur, je veux le scaler et c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Donc on sait que d'un point de vue infra, il y a quand même beaucoup de briques qui vont bouger, ça va être compliqué, je ne vous ai pas fait toute la liste. Et puis on a aussi, c'est du legacy, hein. Donc on a plein de problèmes dans le code, il y a des bugs, c'est pas performant, la base est monolithique. On avait essayé de faire des microservices, on a échoué. On va s'entêter, hein. On va faire un Revit en microservice. Donc une réécriture complète. Bon là par contre, je ne peux pas vous montrer le plan. Je suis désolé. Je l'ai flouté volontairement, je vais avoir des problèmes avec la cybersécurité, c'est un secret industriel, donc je ne peux pas vous montrer le plan d'architecture cible. Bon, c'est assez classique, hein. Vous regardez l'architecture standard AWS sur internet, vous trouverez plus ou moins votre bonheur. Par contre, je vais mettre en avant quelques petits éléments qui, moi, m'ont marqué dans les choses qu'on a mis en place et qui étaient nouvelles pour nous. Alors, je vais rentrer, il y en a plein, hein. J'ai choisi ces trois-là, c'était celles qui, moi, m'ont le plus intéressé, en fait, quand on les a faites. Et elles étaient un peu compliquées au début, mais une fois en place, c'est plutôt cool. La première, en haut à gauche, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça, quand vous avez une base RDS, traditionnellement, vous vous connectez avec un login mot de passe. Bon, la cyber, chez nous, ils disent, bon, ouais, mets ton login mot de passe, enfin, ton mot de passe, il faut faire une rotation toutes les 24 heures, donc tu vas mettre une lambda qui met à jour le mot de passe, etc. Bon, c'est galère. Donc il y a une autre technique, vous utilisez un rôle IAM, et puis vous pilotez les droits, ça permet de donner des droits à ECS, et le code applicatif avec le SDK, vous pouvez le faire en Java, en Go, en Ruby, ce que vous voulez. Le SDK va travailler du coup avec des jetons de durée de vie courte. Et ça permet du coup, à travers Terraform et vos rôles IAM, de gérer proprement vos droits d'accès aux bases de données. Et c'est plutôt propre. Donc ça, c'est un mécanisme sympa. Quelqu'un connaît? Quelqu'un a déjà fait ça? Non? Ah bah, si, là, il y en a un ou deux. Ça marche bien? Ouais, bah voilà. Donc essayez, pensez-y, hein, c'est plutôt cool. Ensuite, deuxième truc qu'on introduit juste en dessous, c'est l'API Gateway. Alors vous allez me dire, ouais, mais tout le monde fait de l'API Gateway. Non. Il y avait des mots ce matin, quelqu'un a exposé un conteneur en live, bon c'était la non-prod, hein. Mais bon, on avait une sale habitude de, on va vite, on expose directement. Donc, API Gateway obligatoire. Et puis, aussi tout un écosystème que nous on ne connaissait pas, Cognito pour tout ce qui est identité, etc. Et puis, l'écriture d'un lambda authorizer. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça aussi. Non? Ouais, si. Donc, le lambda authorizer, en gros, vous l'attachez à la gateway. Et vous n'en avez pas besoin, hein. Si vous avez un seul identity provider, vous dites le token il est validé en entrée par Cognito et ça va bien se passer. Quand vous avez plusieurs identity providers derrière ou plusieurs SIAM, il faut pouvoir gérer des tokens qui viennent de divers horizons. On a des tokens B2B, du B2C, il y a des machine to machine, user to machine, etc. Donc le lambda authorizer, vous pouvez écrire votre code custom qui va faire ça pour vous. Donc ça c'est super cool aussi. C'est pas très compliqué à mettre en place. Dernier truc qu'on met aussi en place, les bastions, pour se connecter aux bases de données, ça c'est peut-être un peu plus connu quand même. En fait, nos comptes AWS, on ne peut pas ouvrir une connexion JDBC comme ça sur Internet. C'est bloqué. Ça ne marche pas. Donc le seul moyen pour les devs de leur PC de se connecter à la base de données, c'est passer par un EC2, sur lequel est installé SSM, et ils ouvrent un tunnel SSM pour se connecter dessus. Donc ça aussi c'est nouveau pour nous. Ça existe aussi, je pense, sur Azure. Hein. On peut faire du Bastion sur Azure, il n'y a pas de souci. C'est juste que du coup, vu qu'on a 250 points de contrôle cybersécurité, tout ça, ça en fait partie. Et du coup, on le fait. C'est aussi pour ça que le projet est long, hein, parce qu'il faut monter tout ça pour être propre. Un élément important, je vais parler un peu de module Terraform, ça a été un vrai accélérateur. Quand Total Energy dit on va migrer 100 applications, donc il délègue ça aux différentes filiales et équipes tech de Total Energy, il y en a beaucoup, il y a du monde, et pour rendre ça uniforme, en fait il crée, donc il y a une équipe plateforme en centrale qui va mettre à disposition des modules Terraform, on appelle ça aussi des fois des building blocks chez nous, parce qu'il peut y avoir des combinaisons de modules, etc. Et en gros, l'avantage de ça, c'est qu'ils sont validés par la cybersécurité, et ils sont validés par les architectes. C'est-à-dire que moi, nous on a le schéma d'architecture de la migration, mais si je veux l'étendre demain et rajouter des briques, je peux prendre un catalogue de modules et j'implémente. Je n'ai même pas besoin de demander la permission aux architectes et à la cybersécurité, on est compliant by design. Ça c'est quand même cool,
On gagne beaucoup de temps. Ça évite qu'aussi un Ops junior fasse des erreurs. Il y a moins de code à écrire, ça va approvisionner les bons rôles, les bons security groups, etc. Donc vous gagnez du temps. Ils sont testés et documentés. Donc ça c'est sympa. Et puis on a une communauté inner sourcing chez Total Energy, où en fait les différentes, on va dire les différents Ops des différentes filiales et entreprises tech de Total Energy peuvent faire remonter des patchs dans les building blocks. Donc un vrai accélérateur, si vous devez vraiment faire du Terraform à l'échelle, je vous le recommande. Alors l'équipe, les petites mains ou les petites fourmis qui ont monté tout ça. Je vais d'abord parler de mon équipe. Alors nous, quand on commence en 2022, on est à peu près 8 personnes sur Azure. Il y a des internes, il y a des prestataires. Ce que je vais faire, c'est deux choses. C'est les internes, on va les former, ils vont partir en formation, ils vont passer pas mal de temps avec des... On va prendre des formations en ligne, des choses comme ça. Ils vont passer du temps avec des architectes AWS, on va recruter des architectes AWS qui vont s'asseoir à côté des ops pour les accompagner. Et puis on va prendre aussi on va recruter des nouveaux internes qui eux s'y connaissent en AWS pour accompagner les plus juniors. Les externes, les prestataires, il y en a certains ils savent faire les deux, donc ça c'est bien. Il y en a ils sont spécialisés Azure, j'avais un gars il était spécialiste cube sur Azure. C'était toute sa vie, enfin ça faisait pas si longtemps que ça existait, mais il avait fait ça les 5-6 dernières années et il voulait pas faire d'AWS. Bon, bah, du coup, pour lui, ça fait un petit moment qu'il était là, on attend sa fin de mission et puis on fait une rotation propre avec quelqu'un d'autre qui vient à la place. En plus de ça, on recrute pas mal de monde. En tout cas, on prend pas mal de prestataires en plus. On se retrouve en pic de migration, je pense 2024, je me retrouve avec 16 personnes dans mon équipe. C'est ingérable. Donc, ce que je fais, je suis allé à Eindhoven faire les DevOps Days, je parle de ça. Comment j'ai organisé l'équipe, on a surtout mis des ops dans chaque équipe de dev, un peu comme des QA. Je les ai répartis un peu à gauche, à droite, et je me suis fait aider par les autres managers pour essayer de répartir la charge, parce que moi je ne pouvais pas suivre les 16 ops, c'était impossible. Donc on fait cette rotation, et puis 2025, on revient vers la normalité avec 8 personnes qui, elles, sont maintenant full AWS, et avec des internes qui ont progressé d'Azure vers AWS. Alors je parle aussi un peu de ce qui se passe dans la boîte, parce qu'autour de nous, en fait, vu que c'est une réécriture, c'est pas juste l'équipe Ops qui grandit. Il y a un recruteur à temps plein qui est pris, parce qu'évidemment, il faut screener tous les CV, faire les offres, etc. Un chef de projet, 4 architectes, 10 à 15 devs de plus, 3 à 4 QA de plus, une équipe de migration qui se monte, une équipe Customer Success, il faut discuter avec le support client, avec nos clients aussi directement pour les accompagner. L'équipe data, on prend des data engineers, on passe sur Databricks, donc évidemment c'est nouveau aussi pour nous, donc on va recruter des gens de ce côté-là. Des fonctions support, parce qu'évidemment il y a plus de charges au niveau de le suivi des payes, des contrats, RH, etc. Donc il y a du monde qui arrive. À un moment on a dû rajouter des bouts dans le bâtiment, des bureaux supplémentaires, on a dû changer notre politique de télétravail à un moment avec des jours fixes par équipe pour qu'on ait assez de place pour s'asseoir. Donc il y a eu un pic comme ça qui a été assez compliqué à vivre pendant 2-3 mois, mais au final, après, ça s'est bien passé. Alors, quelques critères de réussite. Je ne veux pas dire que c'est une science exacte, ce genre de choses. Surtout sur un projet qui dure 3 ans, enfin 2 ans et demi, entre 2 ans et demi et 3 ans. Il y a quelques trucs qui font que ça marche bien, mais voilà, c'est pas une science exacte comme je le dis. Puis je vais commencer par cette image-là. Il y en a qui sourit. Vous la connaissez, cette pub avec Jean-Claude Van Damme. Donc, il fait le grand écart entre les deux camions, et les deux camions, c'est 4, c'est génial comme pub, ça date un peu. En fait, Jean-Claude Van Damme, c'est mon équipe, c'est WeConnect. En fait, ce que je dis, c'est que dans ce genre de migration, vous faites certainement tous des migrations d'un projet à un autre, des refactoring. Tout le monde a vécu ça peut-être une fois dans sa carrière. Plus ça dure longtemps, plus ça fait mal aux jambes, plus c'est dangereux, plus vous risquez de tomber du camion. Donc, il faut être un peu tueur quand on fait ce genre de truc. Il y a un moment, il faut y aller. Donc on va vraiment mettre l'énergie sur la cible. Et ça, je vais en parler un peu après. Le problème, si vous essayez de maintenir les deux systèmes en même temps, déjà ça coûte très cher à l'entreprise. Si le système est complexe et lourd, c'est galère. Toujours un effet de ceux qui bossent sur le nouveau et ceux qui bossent sur l'ancien.
Donc il y a aussi des tensions qui peuvent se créer entre les équipes de jalousie. Hein. Il y en a qui veulent faire du build. C'est plus cool d'aller travailler sur AWS parce que là on fait tout, tout est brillant, tout est neuf, et puis personne ne veut bosser sur le legacy qui est tout moche à côté. Donc ça c'est vraiment un phénomène que j'ai vu dans l'entreprise. Plus ça dure, plus c'est compliqué. Et puis si vous n'arrêtez pas les fonctionnalités, si vous n'arrêtez pas le développement sur Azure, parce que le business, c'est normal, hein, on veut conquérir des nouveaux marchés, le business a toujours plein d'idées, hein, rajouter des fonctionnalités, changer des choses, etc. Vous devez aussi faire ces changements côté Amazon, évidemment. C'est compliqué. Une décision forte qu'on a prise chez WebConnect, je crois que c'était à peu près après 6 mois, on avait fait le cadrage, on a commencé à coder un peu, etc. pour développer la nouvelle plateforme. On a mis le monolithe ou le mammouth, on l'a mis au frigo. On a dit feature freeze. Bon, c'est un mot qui fait très peur hein, dans les entreprises en général, le feature freeze, mais on n'avait pas le choix. Je pense que si on ne l'avait pas fait, aujourd'hui, j'étais pas là pour vous raconter cette histoire-là. On a arrêté le développement sur le legacy, et quasiment pendant 1 an, on a arrêté de livrer des grosses fonctionnalités, on a fait 2-3 petits ajustements, beaucoup de TMA. Tous les devs du legacy sont partis sur la nouvelle plateforme. Il restait, je crois, à la fin, sur les 6 derniers mois, ils étaient plus que 3 devs, un QA et un Ops. Ils devaient sentir bien seuls. Mais voilà, j'allais le voir de temps en temps pour lui donner un petit coup de main. Donc voilà, le mammouth, mettez-le au frigo, franchement, ça c'est une bonne stratégie. Une autre stratégie, élaguer. En fait, quand le projet est trop grand, ce que nous on a fait, alors ça ne s'applique pas nécessairement à l'infrastructure, indirectement on va dire, c'est plus fonctionnel. Ce qu'on a regardé, c'est qu'est-ce qu'utilisaient nos clients comme fonctionnalité. Est-ce qu'ils vont sur toutes les pages, est-ce qu'ils cliquent sur tous les boutons, c'est quoi les stats d'utilisation. On allait voir les clients, on leur dit ça tu l'utilises pas, et puis on a regardé. Et puis en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses, c'était utilisé par 2 clients et demi, il n'y avait pas besoin de le migrer, pas besoin de le réécrire. Donc on a tout remis en cause. On a dit on repart d'une page blanche, on peut inventer des nouvelles choses. Et donc indirectement, ça permet aussi, vous vous souvenez du schéma au début avec tous les flux, de là on enlève quelques flux à monter. Donc c'est plus simple aussi dans la migration, il y a moins de choses à penser. Donc élaguer au plus possible. Ça c'est un calendrier, je crois que c'est même la dernière version du calendrier de migration, j'ai un peu anonymisé 2-3 trucs, parce que voilà, il y a 2-3 secrets de là-dedans. Mais ça c'est le calendrier 2025, donc ce que je ne montre pas, c'est que le premier client qui arrivait sur le site web Mobility Business, c'était mai 2024 à peu près. En fait, ce qu'on a fait, c'est que l'infrastructure en mai 2024, donc quasiment 9 mois avant, l'infra elle est finie en fait. Nous, le Terraform il est écrit, il y a de la CI/CD, la base est là en fait. Et on fait arriver le premier client tout seul, c'est un nouveau client, il arrive sur la plateforme. Et on va, comme ça, tous les nouveaux clients ils vont arriver tout doucement sur la nouvelle plateforme. Par contre, il faut migrer les anciens clients qui sont sur le legacy vers le nouveau. Et donc, on va décider de travailler par lot. La raison, c'est que on ne veut pas migrer les 150 000 d'un coup. C'est beaucoup trop dangereux. S'il y a le moindre problème, les 150 000, ils vont tous téléphoner au support client chez nous, et ça va être la guerre. Donc, on ne fait pas ça. Donc, on découpe en lots. Il y a des phases, alors c'est les pré-BS et les business simulations. Ça aussi, c'est un truc sympa à faire. C'est si vous avez le temps de le faire. Vous faites venir vos stakeholders, le business, les gens du support client, tous ceux qui sont en contact des clients. Ils peuvent se connecter avec des comptes de test sur la prod, se balader et vérifier que déjà il y a des choses qui ont changé graphiquement évidemment, et puis s'assurer que tout se passe bien, ça rassure tout le monde. Ensuite, on va migrer par lot. Je crois que le premier lot c'est le 25 février, 500 clients. Juste avant, on a fait des phases pilotes, on a immigré 4-5 clients, et ça on le fait avec eux. En ligne ou directement chez eux, on regarde, on voit si tout se passe bien. Il y a vraiment un accompagnement personnalisé. Donc on a essayé de sélectionner quelques clients là, qui étaient appétents pour faire ce genre de choses. On en migre 500, on en migre ensuite 2 par vague de 2500 et puis 5000, 3 vagues par semaine, et ça va avancer comme ça jusqu'en mai. Et donc on arrive aux 150 000 à la fin. Je ne vais pas regarder si le compte est bon, mais ça doit être ça dans les personnes en tout cas. Il y a des go-no-go intermédiaires, il y a aussi différentes couleurs. Pourquoi ça c'est parce que côté dev, ils n'avaient pas fini toutes les fonctionnalités parce que c'est une réécriture complète. Donc au début on migre les packages standards, en fait il y a des clients, ils ont moins de fonctionnalités.
Ce qui laisse au dev encore 3 mois pour finir d'écrire le code qui manque pour les derniers clients qui sont en rouge, qui ont vraiment 2-3 fonctionnalités supplémentaires. On a dû faire des choix hein, pour y arriver et dire en mai on livre. Il y a 2-3, les derniers clients, ils sont vraiment arrivés sur un fil, ça livrait le vendredi soir, le lundi on migrait les clients avec les fonctionnalités. Il y a certains clients, on leur a dit pendant une semaine tu n'auras pas la fonctionnalité, si tu veux faire ça, appelle le service client, ils vont te le faire à la main dans un back-end de notre côté. On te livrera le front-end plus tard. Quand c'est vraiment urgent et qu'il faut y aller, faut y aller quoi. Donc on a pris quelques raccourcis aussi. Hein. Mais au final, ça s'est bien passé, maintenant les clients sont plutôt heureux, on a fait pas mal d'enquêtes de satisfaction et les clients sont plutôt satisfaits de tout ce qui a été fait. J'ai mis cet avion. Construire un site web comme ça à partir de zéro, je fais une analogie, c'est comme construire un avion. Puis vous allez vouloir le faire voler l'avion. Au début, ce qu'on a fait, c'est que on a mis un pilote dedans, c'est le QA. Puis on a dit bon courage, voici l'avion il vole. Puis il y a eu quelques crashs au début, et puis à un moment l'avion il vole. Donc l'avion il vole tout seul avec le QA. Maintenant on va mettre 150 000 clients dans l'avion. Et le problème c'est que on ne faut pas faire ça de big bang. Et en fait on s'est dit, il faut qu'on fasse des tests de charge. Alors qui fait des tests de charge ici? Il y en a quand même. Ok, d'accord. De manière industrialisée ou genre c'est ponctuel à la main Ouais, c'est plutôt comme ça. Bon, nous on se dit au début, on va faire un truc de fou, industrialisé avec des pipelines, on va monter de l'infra, etc. Bon, ça coûte une fortune. La difficulté, c'est qu'il faut des jeux de tests, on ne sait pas ce qu'on teste. Il faut remplir la base de données avec 150 000 clients, mais qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc, on ne peut pas les faire en prod, évidemment, ces tests. Donc voilà, c'est compliqué, on n'a pas le temps. Donc on va faire autrement. On va remplir l'avion. En fait, on devait de toute façon copier les données des clients pour les migrer. Donc on décide de charger toutes les données de tous les clients une fois toutes les 24 heures, ça se passe la nuit. Donc le matin, quand les vagues de migration se passent, les 5000 clients elles arrivent, leurs données elles sont déjà là. Ils reçoivent un mail qui leur dit voilà le nouveau lien, ça a changé. On charge l'avion. Et puis quand les clients arrivent, en fait, l'avion est déjà préchargé. Ça nous a permis de tester les index des bases de données, le scaling des conteneurs. Voilà, tout était prêt. Donc on a économisé un peu les tests de charge en remplissant de données la prod dès le départ. La fin du projet, ça touche à sa fin. Le décommissionnement. Donc on arrive au mois de mai. Les Ops, ça fait 1 an que nous on avait déjà livré depuis 1 an l'infra, ça tourne, on commence à travailler sur du monitoring, du nettoyage, on optimise. Il y a des petits problèmes de TF-State qui étaient trop gros, on a redécoupé notre monolithe de TF-State, voilà, des petites galères comme ça d'Ops, mais ça se passe plutôt bien de notre côté. Hein. Puis là, coup de pression, faut tout démonter sur Azure. Alors j'aurais pu juste effacer la souscription. C'est ça le mode. Mais vu que c'est du legacy, j'ai toujours un peu peur en fait. Moi je me méfie, il y a toujours des briques qui traînent. En faisant ça, je vais peut-être tuer le serveur de quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir et qui n'avait rien demandé. Donc ça se passe en 2 semaines à peu près et on avait déjà fait du nettoyage. Par exemple, vu qu'on était en feature freeze, je crois que 3 mois avant la fin, j'avais déjà démonté la staging. On avait démonté tout l'environnement, j'avais enlevé tous les serveurs, il n'y avait plus rien, on a enlevé des pipelines, il n'y avait plus que la pré-prod et la prod. Comme ça, on s'économise un environnement et ça coûte moins cher. Qu'on avait déjà un peu épuré tout ça. Donc on y va doucement avec le décommissionnement, c'est pas en mode bulldozer. Ça c'est les coûts FinOps, petit bilan. Pareil, je vous ai pas mis les chiffres, je vais pas loin de les mettre. Mais dites-vous que ça coûte... il y en a qui font du FinOps ici, qui regardent un peu les coûts cloud. Ouais, quand même. Ouais, ça coûte facilement au-dessus de 10 000 € par mois, ce genre de truc. Ce qu'on voit c'est... En orange, la partie AWS, dès le départ, en fait, c'est quasiment le même prix. Ça monte un tout petit peu, il y a des vagues, parce que peut y avoir si on regarde le mois de juillet, août, etc., nos clients sont un peu moins connectés. C'est les vacances, donc ça bosse moins, c'est du B2B. Il y a des effets comme ça. Ça dépend aussi de pas mal de choses. Mais voilà, c'est un coût stable et fixe. On a un trafic assez régulier, donc ouais. Côté Azure, par contre, dès le mois de mai, ou même avant, février, nous on commence à démonter la staging, je vous ai dit, donc on baisse les coûts.
Et puis ça va vite baisser jusqu'au mois de juin, il reste encore quelques jours de prod et puis tout disparaît. Donc là on a été assez rapide là-dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le coût d'AWS il est un chouïa plus petit que le coût d'Azure. Alors, je ne suis pas en train de comparer les providers cloud là. Les deux projets n'ont rien à voir. On parle d'un monolithe d'un côté, microservice de l'autre, on a tout refait. En général, quand on fait tout, ça coûte un peu moins cher que quand on a du legacy, parce que le legacy, il y a toujours plein de trucs qui traînent. Les architectures ne sont pas les mêmes, donc c'est difficilement comparable, en fait. Même si souvent on dit que les microservices coûtent plus cher que du monolithe, parce que vous avez un overhead, vous allez provisionner une base de données par microservice, ça coûte plus cher qu'une grosse base de données centralisée, ouais, pour les caches. C'est surtout là où se joue le budget, dans Cube aussi peut-être un peu. Donc voilà, nous on est contents parce qu'on sort de là avec quand même un budget un peu réduit. Ça fait du bien, et puis les stakeholders, ils aiment bien, mes chefs, ils aiment bien quand c'est comme ça. Puis on a encore quelques petites idées pour réduire le budget, donc on ira encore chercher quelques optimisations par la suite. Notamment, il y a la partie Reserve Instance, enfin sur SS on peut le faire aussi, donc on va encore aller chercher des trucs là-dessus. Fin du projet. Grosse fête. Alors là, tout à l'heure, j'avais des photos avec des gens. Là, j'ai fait un truc un peu générique parce qu'il y avait trop de photos. Mais il y a plusieurs fêtes, on en fait à chaque lot, etc. Donc ça, c'est vraiment pour remercier les collaborateurs, les managers. On a organisé tout ça pendant l'année dernière. Donc ça, c'est important de fêter ça. Et puis, les étoiles, non, c'est le vide. J'en ai parlé. C'est un peu philosophique ce que je vais dire. Ça n'a pas touché tout le monde. Et quand on a fini le projet, moi, j'ai senti un grand vide, en fait. C'est bizarre parce que moi et certaines personnes, dans l'entreprise, on a dédié 3 ans de notre vie à ce projet. En fait, on y pensait tout le temps à cette migration. Et voilà, donc c'était un peu bizarre quand ça s'est arrêté. On s'est dit, qu'est-ce que je vais faire demain? Il n'y a plus de migration à faire. Voilà, on est parti en vacances, on est revenu, après on a de nouveau plein d'idées, donc la vie repart. Mais voilà, c'est un peu philosophique, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont ressenti ça. C'est un peu, on est sur un petit nuage. Rien à voir avec le cloud, non, un vrai nuage. Voilà, et je vais clôturer là. J'ai mis un fond rose. Je voulais aussi dire voilà, 2 choses. Il y a des gens de mon équipe qui sont là. Tout n'a pas été rose non plus dans ce projet. Là, je vous ai montré les choses positives. Mais en vrai, voilà, j'ai 2 critères de réussite pour dire que c'était rose quand même. Le premier, c'est qu'on n'était pas en mode crunch. Il n'y a pas eu des milliers d'heures supplémentaires. Il y a eu peut-être 2-3 interventions le soir, mais moi voilà, je suis content qu'on ait réussi à préserver un équilibre dans l'équipe sans que tout le monde s'enfuit en courant parce qu'il y avait trop de travail. Donc ça c'est vraiment important, et le fait qu'on l'ait fini cette migration, ça c'est une grande réussite. Donc ça c'est les 2 choses que je retiendrai. Et puis on va pouvoir passer aux questions, et j'ai aussi mis le QR code pour que vous puissiez donner voilà, une petite note ou un avis. Voilà, merci à vous. Effectivement, on a quelques minutes pour des questions, si on a. C'est que j'étais clair. Ne me demandez pas quand on part sur Google. Je dirais non. Pas de questions? Pas de regrets? Bon, c'est que c'était clair. Merci Mishka. Merci.